Bonjour Kamel. Bonjour Pascal. Kamel Benchek, on avait l'envie tous les deux d'échanger autour d'un livre de poésie qui est paru en avril 2024 chez Kéros, intitulé Printemps de lutte et d'amitié. C'est un très beau titre, je trouve, pour un livre de poésie, qui est illustré d'ailleurs magnifiquement par Rose Driss. J'aurai l'occasion tout à l'heure, en lisant l'un à l'autre texte, de montrer également à l'écran les peintures, parce que je trouve que les deux se marient extrêmement bien. Euh, En général, quand on écrit à partir de son substrat, de sa propre vie, et quelque part, on a envie de faire éclore quelque chose de soi. Donc, c'est intéressant, du coup, Kamel, avant d'aborder le livre proprement dit, de savoir un petit peu d'où tu parles. Alors, tu es né à Satif, en Algérie, et tu vis à Paris. On s'est rencontrés, je crois, la première fois il y a déjà quelques temps sur Facebook, puis je t'ai suivi, on s'est un petit peu suivi, rapproché, on a un peu échangé, et puis on s'est vu il y a pas longtemps à Paris autour d'un magnifique spectacle, et puis on s'est revu à Bruxelles, et donc on s'est dit que cette fois-ci il fallait vraiment qu'on échange en virtuel autour de ton livre. Euh, c'est pas moi qui le dis, tu me l'as dit effectivement lorsqu'on s'est rencontré, Kamel, à Bruxelles autour d'un café. C'est repris également sur le quatrième de couverture. Tu es un militant universaliste et c'est précisément quelque part ce qui transparaît au travers même de tous tes écrits et de celui-ci également. Il ne fait pas, je dirais, exception à la règle. Et donc, ma question, du coup, avant d'aborder ce livre de poésie, c'est quelques mots, quelque part, qui es-tu, d'où parles-tu? Euh, Qu'as-tu vécu finalement pour être un laïc universaliste en sachant a priori que cette notion est totalement inconnue de ton pays d'origine, l'Algérie? Oui, alors qui je suis, d'où je pars, d'où je parle, d'où je viens, vaste question philosophique. Ce Ouais. que je sais, c'est que je suis né en Algérie, ça c'est factuel, il n'y a pas de doute possible. J'y ai vécu 18 ans, j'ai les 18 premières années de ma vie, j'ai fait mes études secondaires et puis j'ai commencé à faire mes études universitaires à Alger, mais je ne les ai pas poursuivies. Je suis venu à Paris pour rester une semaine et la semaine dure depuis toujours, depuis ce temps-là. Et je me félicite de ne pas être retourné en Algérie parce que après mon installation à Paris, on a vu ce qui s'est passé en Algérie, des années, les sombres années où l'islamisme a coupé droit dans le fil des universalistes en général et des intellectuels en particulier. Et puis, je crois que j'aurais été laissé sur le carreau à l'époque parce que je ne sais pas fermer ma bouche et j'aurais dit ce que je pensais de ces gens-là. Donc, quand je dis ces gens-là, je suis poli. Hmm. Je suis arrivé en France, je me suis installé, je me suis marié, j'ai eu deux filles, j'ai divorcé, j'ai continué ma vie, j'ai travaillé comme ingénieur structure dans le bâtiment, comme chef de service euh, d'un service d'expertise dans des compagnies d'assurance. Et puis, il y a la littérature que j'ai toujours fréquentée d'une manière plutôt improbable parce que j'y allais, je me désengageais à chaque fois qu'on me publiait un poème ou une nouvelle ou une chronique, et ben ça m'encourageait donc je revenais et puis la vie passant, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. J'ai publié un bon nombre de livres. Je ne peux pas dire combien, je ne me rappelle plus, mais c'est partagé. J'ai balayé tout le spectre littéraire, si je puis dire, euh, de la poésie, d'abord et avant tout, des romans, des nouvelles, des chroniques, et puis là, je suis dans un essai qui paraîtra en novembre, en même temps en Algérie et en France. Voilà. Alors, Tu la peux, question, comment je suis devenu universaliste, comment la oui. laïcité m'a habité? Là, j'ai un point précis dans lequel je peux me reconnaître.
comme tous les Algériens, j'imagine, enfin, comme les gens que j'ai connus, les amis que j'ai connus, enfants, nos parents nous envoyaient dans une médersa, c'est-à-dire une école coranique. Quand je dis enfant, c'est vraiment petit enfant, parce que moi, j'avais entre 4 et 5 ans, d'après mes souvenirs, et donc je sortais de chez moi, de chez mes parents, avant le lever du jour, et j'allais dans cette médersa qui était située plus ou moins à 2 kilomètres de chez moi. Qu'est-ce qu'on fait dans la médersa? Nous avons des panneaux en bois, oblongs, sur lesquels on écrit des sourates de Coran. On les apprend par cœur sans comprendre le traître mot. Pourquoi? Parce que le Coran est en arabe fusha, c'est-à-dire l'arabe littéraire, et en Algérie, on ne parle pas la langue littéraire, on parle le dialecte algérien ou le berbère. Et donc, je ne comprenais absolument rien, comme la totalité de mes camarades. Et il n'était pas possible de demander des explications. De toute manière, si on demandait une explication pour chaque mot, on ne s'en sortirait pas. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin de la semaine? On doit aller vers le taleb, c'est-à-dire l'enseignant du Coran, et réciter par cœur la sourate que nous avons apprise durant toute la semaine, sans comprendre le traitement encore une fois. Et j'ai mal appris ma leçon, j'ai buté contre quelques mots que je ne comprenais pas, et là, sanction. Le professeur, entre guillemets, prend ce qu'on appelle, donne ce qu'on appelle la falaka, c'est-à-dire il prend une branche et il frappe sur la plante des pieds. Rentré à la maison, bien sûr complètement endolori les pieds, j'ai juré de ne plus y retourner et j'avais un père, il est mort maintenant, mais j'avais un père qui était musulman, certes, comme tous les musulmans d'Algérie, mais c'était un musulman, il appliquait une sorte d'islam folklorique. C'est-à-dire que, à part les prières et le ramadan, il ne savait rien d'autre de l'islam, absolument rien d'autre. Et ça, j'ai toujours aimé cette façon de pratiquer l'islam chez mon père parce qu'il le faisait, puis il oubliait qu'il était musulman parce qu'il se pourrait qu'il aille prendre une bière ou quelque chose. J'ai jamais assisté à ça, mais je l'imagine. Voilà. Hmm. Donc, quand j'ai parlé à mon père en lui disant on m'a frappé, il m'a dit, libre à toi de ne jamais y retourner, et je lui dois tout ça. Donc, à partir de là, l'islam, pour moi, c'était pas une religion d'amour et de paix, mais c'était mais la plante de mes pieds endoloris. C'est C'est ça. surtout ça, à l'âge de 4 5 ans. Et ça, en fait, Kamel, tu l'as intégré finalement très tôt, ce souci finalement quelque part de la justice et le fait aussi peut-être que les mots veulent dire vraiment quelque chose, c'est-à-dire que la paix soit la paix et l'amour soit l'amour, et également d'autres termes, parce que quelque part, tu n'as pas vécu du coup véritablement sous le joug islamiste, tu aurais pu venir, comme c'est le cas ici, très rapidement en France, et puis te dire, je vis en France, je tourne la page, et je ne porte pas spécialement des valeurs universalistes pour autant, et ce n'est pas une véritable révolte ou un véritable combat intérieur. Or, c'est quand même effectivement pour toi une véritable lutte. D'où tires-tu finalement cette lutte et ce besoin de mettre ces valeurs universalistes en avant? Je crois que c'est le vécu déjà, le vécu de tous les jours dans ma famille, dans ma ville, dans le pays où je suis né, et de voir que ça ne correspond pas du tout entre le discours et ce qu'on voit de facto, ça ne correspond pas du tout, pas du tout, du tout. Donc là, il y a une contradiction terrible entre cette religion dite d'amour et l'injustice vécue par les gens. Donc il y a ça. Ensuite, une fois en France, j'ai eu la chance, moi, de ne pas vivre l'abjection islamiste en Algérie, mais il se trouve que j'ai nombre d'amis qui ont été tués, parmi lesquels un directeur d'un journal algérien, un ami qui a failli avoir le prix Goncourt et qui s'appelait Tahar Jaoud, qui a été abattu de 2 balles dans la tête et qui était un de mes meilleurs amis. Et là, ça a été la catastrophe absolue pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler, d'écrire, d'essayer de comprendre pourquoi cette religion, au point le plus extrémiste de cette religion, on en arrive à clouer le bec avec 2 balles dans la tête de quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord. Voilà. Et donc, il m'est impossible de ne pas m'avancer vers la critique de cette religion et de tout,
de tout ce qu'elle sème comme terreur. Et pour Mhm. moi, il n'y a pas de différence, contrairement à beaucoup d'Occidentaux qui font la différence entre la religion elle-même, c'est-à-dire l'islam, et l'islamisme. Pour moi, l'islam et l'islamisme sont une seule et même chose parce que l'islamisme trouve son substrat dans le texte lui-même. C'est ça. On sait justement que que la façon dont tu dis les choses n'est pas forcément entendue de tout le monde. Beaucoup veulent justement faire la distinction entre islam et islamisme. Et je dirais que, indépendamment de cette distinction que tu fais, est-ce que c'est facile quelque part de militer en tant qu'universaliste et en tant qu'Algérien en démocratie et en France en particulier? Est-ce que tu sens que tu as une liberté d'expression ou tu as l'impression de devoir te censurer ou qu'on veut te censurer? Non, on ne me censure pas en France et je ne suis pas algérien en France. En France, je suis français. Je, Partout dans le monde, je suis français. J'étais au Canada le mois passé ou il y a 2 mois, je suis français au Canada. Le seul pays au monde où je me sens algérien, où on me fait sentir que je suis algérien plutôt, c'est l'Algérie. Quand je vais en Algérie, dans ma double nationalité, je suis partout au monde français, mais algérien en Algérie. Ça, c'est la légalité, c'est le droit qui le veut. Je ne peux pas me sentir français en Algérie. Quant à la liberté d'expression, je crois que la France et beaucoup de pays européens sont le paradis de la liberté d'expression. Il faudrait pas s'endormir sur ce constat. Il faudrait que ça perdure et qu'on lutte pour que ça reste comme ça, parce que de plus en plus, les gens croient que on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on le fait taire. Et en France, on a fait taire des gens avec le couteau dans la gorge. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé lors des attentats islamistes. Donc, il est anormal que on puisse utiliser la violence lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Voilà. On est évidemment d'accord. Je dirais même que c'est assez élémentaire. En tout cas, en démocratie, de fait, on peut ne pas être d'accord, mais on peut aussi, je dirais, échanger de façon humaine, citoyenne. Alors, ton livre, Kamel, je le disais, il est divisé en fait en trois plages. J'ai vraiment envie maintenant de rentrer dans cette poésie, dans ces trois thématiques. La première, tu l'intitules La résistance est une gazelle. Alors, il y a évidemment quelques textes, je l'ai pris un petit peu au hasard, mais en même temps, évidemment, forcément, j'ai pris un texte qui me touchait. Je vais me permettre de le lire et puis je te propose de voir en chacun comment il résonne et puis quelque part, évidemment, qu'est-ce qui t'a habité au moment où tu l'as écrit, même si ici, le texte choisi, c'est le silence. J'en étais à un processus précoce de décomposition et à un nombre incalculable de poèmes en putréfaction. Cette nuit qui ressemble aux autres enténébrées, je me suis mis à discuter avec le vin jusqu'au petit matin sans trouver le moyen de l'abandonner et sans qu'il daigne se détacher de ma gorge. Nulle nausée à l'horizon, aucun mot de tête, pas même une sorte de dégoût du peu d'humanité qui demeure en moi. Je m'embourbais dans des pensées abyssales, aux façades râpeuses sur lesquelles mes mains ne pouvaient que s'écorcher. J'escaladais les remparts rugueux avec les morts compacts comme le verre. Je fréquentais les apathiques par contumace. Quand arriverai-je enfin à ne raconter que le silence aux silhouettes des hommes toujours au bord de la détresse? Le silence t'habite régulièrement, c'est ce que tu essaies en fait de vivre intérieurement pour pouvoir écrire et peut-être justement rejoindre cette détresse des hommes et leur faire peut-être aussi entendre que au-delà de la détresse, il y a peut-être moyen de trouver une certaine paix intérieure. Le silence, le mutisme, c'est ce qu'il y a de pire, je pense. Il faudrait toujours parler, il faut se battre, il faut dire les choses, il faut ne pas se contenter de se replier sur soi-même. Il faut que les mots aient une signification et il faut les dire. Voilà. Euh, Ce poème parle surtout du fait de la tentation de l'abandon. Abandonner l'écriture, abandonner le discours, abandonner la façon de parler aux autres et d'essayer de les convaincre, parce que même si on accepte la contradiction, humainement, on essaie de convaincre la personne qu'on a en face de soi du bon chemin qu'on a pris. Voilà, parce que sinon, on ne l'aurait pas pris de toute manière. Et la littérature, la poésie euh, doit nous faire sortir du silence. Elle doit dire les choses. Elle est audible, Kamel, cette poésie, en particulier ici dans ton pays d'origine, l'Algérie.
Oui, la poésie est de moins en moins audible en Algérie lorsqu'elle est de langue française, de moins en moins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour les poètes d'expression arabe ou berbère, mais moi, je publie en Algérie. Hein, mon avant-dernier, pas celui-là qui est publié à Nancy, mais mon avant-dernier recueil de poèmes a été publié en Algérie, à Alger, et il s'est vendu très très bien. Mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la poésie? Je n'en sais rien. Voilà. Est-ce que c'est également la poésie intrinsèquement qui se vend ou alors c'est le militant universaliste qui est derrière cette poésie-là qui attire l'attention et qui interroge les Algériens qui ne sont pas habitués à ce discours? Je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas. C'est ça, c'est un peu ma question de fait de savoir si cette poésie-là, telle qu'elle était écrite, était entre guillemets lue sous le manteau, ou bien si de fait, en Algérie, on prenait plaisir à lire, le cas échéant à transgresser et à essayer de réfléchir par soi-même. Donc c'est tout ce qui est cet esprit critique. Elle n'est pas lue sous le manteau parce que mes livres sont vendus dans les librairies algériennes. De temps à autre, des inconnus qui me voient sur Facebook m'envoient une photo de mes livres dans les vitrines des librairies et ça me fait plaisir. Ouais. Euh, je vais quand même dire une anecdote qui m'a fait vraiment, vraiment sursauter. En 2020, je crois, ou 2021, mais je ne me rappelle plus l'année, j'ai été invité à un salon du livre à Alger, le SILA, ça s'appelle le SILA, Salon international du livre d'Alger. Et j'étais là à signer mes livres, et un homme, costume cravate, se dirige vers moi, me tend la main pour me saluer, alors que je ne le connaissais pas du tout, et il me dit cette phrase qui m'a fait vraiment sursauter. Et il me dit, Monsieur Benchek, je vous connais, je vais vous, euh, je vais vous demander un service. Les islamistes français, gardez-les chez vous en France. Ne les ramenez pas en Algérie. C'est en France qu'ils font le plus de mal, donc gardez-les. Voilà. Et ça m'a étonné. Ah oui. Parce que c'est vrai au fond des choses. Les islamistes français sont plus virulents parce que on parlait tout à l'heure de la liberté de s'exprimer. Eh ben, ils ont cette liberté en France qu'ils n'ont pas en Algérie. En Algérie, on ne peut pas s'exprimer qu'on soit contre le pouvoir ou qu'on soit islamiste. On ne peut pas s'exprimer si on n'est pas du côté du pouvoir. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis ils sont confrontés par définition à la différence, à l'esprit critique, à l'esprit des Lumières au sens large. Et donc j'imagine aussi que c'est quelque chose qui n'est pas audible de voir éventuellement sa propre communauté prendre quelques distances avec sa propre religion. C'est pas forcément non plus Oui, sauf que c'est pas ma évident. religion. Hmm. Sauf que c'est pas ma Non, religion. à toi non, tout à fait. Oui, oui. Kamel, il y a ce titre, donc Printemps de lutte et d'amitié, qui se retrouve évidemment, je dirais, dans ton ouvrage. Et du coup, celui-là, si tu veux bien, j'avais envie que tu nous le lises. Donc, c'est à la page 22. Page 22. Ben, merci. Alors, printemps de lutte et d'amitié. La conscience s'est heurtée à la râpe des planètes. La nuit a ameuté des solstices illégitimes. Je ressens comme un heurtoir contre mes dents. Je t'aime et je me tue pour d'inattendues récoltes. Je déambule sous la pluie contre les vitres secrètes en attendant que le vent rallume des incendies sanguins. Le regret de ta bouche émiette l'apaisement du sommeil. Le combat me refuse l'approche de tout poème comme une main aveugle qui trace des lumières et qui me fait face dans la nuit de la mort possible. Chaque épine que je ressens résonne dans ma nuque. Souffrir n'a rien d'une quelconque espérance. Mon âge n'a que mes doigts pour compter le possible. Celui que je suis, maculé d'éclats de voix et de plaintes, brûlé encore sous l'exubérance des ténèbres. Ce poème, en fait, parle de lutte et d'amitié. Je pense que quand on veut lutter pour un combat, il faut de fait ne pas se sentir seul. Et donc l'amitié, évidemment, est un ferment porteur de sens, de vie et de combat. Ce mot printemps de lutte me fait évidemment aussi
penser au printemps, à l'espoir peut-être d'un monde nouveau. Je pense également à Boualem Sansal en particulier, algérien, qui depuis pas mal d'années maintenant essaye d'attirer l'attention de l'Occident justement sur cette nécessité de lutter, euh, traitant l'Occident souvent de ventre mou par rapport à la montée de l'islamisme. Euh, Quel est ton propos par rapport effectivement à ce qui menace l'Occident? Comment tu vois les choses et comment tu souhaites, toi, t'insérer et quelque part parler clair aussi, parce que ne pas dire les choses clairement, c'est aussi quelque part les laisser prospérer, c'est finalement quelque part aussi être complice. Donc comment ne pas être complice et comment pouvoir poser les choses, c'est-à-dire poser des limites pour se faire respecter. Et se faire respecter évidemment ici, c'est faire en sorte que la démocratie reste véritablement une démocratie et ne verse pas peu ou prou vers une théocratie évidemment. Oui, mais dire les choses ne suffit plus, Mhm. ne suffit pas. Il faut réagir. Et la réaction doit être forte, mais elle n'est pas uniquement au niveau des intellectuels, des universalistes, etc. Il faudrait que les États bougent et bougent d'une manière assez forte et montrent aux ennemis, non, non, pas seulement de l'Occident, mais les ennemis de l'humanité, parce que les pays musulmans, c'est les pays qui ont le plus payé à cause de cette abjection. En Algérie, dans les années 90, il y a eu entre 150 000 et 200 000 morts, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, l'Occident est. On frappe à la porte de l'Occident parce qu'il faut lui faire payer sa façon de vivre, sa façon d'exister, sa liberté, ses lumières. Mais partout dans le monde, si je puis dire, et les pays arabes sont les premiers à payer quelque chose de terrible. Euh, En France, par exemple, nous essayons de faire des choses, de mettre en place des séminaires. On en a un en novembre, le 24 novembre, on en a un, le 18 novembre plutôt, on en a un au Sénat. euh, et il y a des gens qui viendront d'un peu partout, y compris de Belgique. Euh, Jamila Belhabib sera là, par exemple. Et nous serons écoutés par des sénateurs français. On leur parlera de notre expérience et on leur donnera, non pas les clés parce on en a pas du tout, mais on dira ce qu'il faut absolument faire, c'est-à-dire bloquer cet islamisme et ne pas le laisser prospérer. Voilà. Mais nous n'avons pas de solution. S'il y avait des solutions, ça aurait été formidable. On les aurait exposées depuis longtemps. Euh, notre seule, euh, notre seule force, qui est en même temps une faiblesse, c'est que nous ne possédons que la parole. Voilà. Et la Mais, parole ne suffit pas. mhm. Mais comment expliques-tu en fait, parce que ça fait penser évidemment à un aspect qui est quand même essentiel, c'est que quelque part l'Occident, la démocratie, c'est le progrès, c'est la modernité, c'est l'égalité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et on voit évidemment que ceux et celles qui, quelque part, en Occident, luttent contre les valeurs de l'Occident, en même temps, sont parfois ces personnes qui elles-mêmes ont quitté leur propre pays, qui était un pays théocratique, qui empêchait justement les femmes d'être l'égale des hommes. Donc on a l'impression ici que c'est un peu schizophrénique. D'un côté, on quitte un pays, une théocratie, et de l'autre côté, en fait, on lutte contre cette démocratie qui quelque part, permet justement l'émergence des droits, des libertés, et en particulier l'émancipation de la femme. Comment expliquer cette tension entre les deux? La contradiction est permanente, c'est ces gens-là, hein. Ils font tout, absolument tout, y compris, y compris par la mer, sur des frêles esquifs, pour quitter leur pays parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais une fois arrivés en Europe, en Espagne, en Italie, en France, en Belgique, eh ben, on voit ce qu'ils font de cette liberté dont ils ont rêvé. Je crois que fondamentalement, dans leur tête, ils sont restés. La haine de l'Occident est plus forte que l'envie d'y venir. Voilà. Et tu as raison. L'égalité homme-femme est une des conditions de la laïcité. Il n'y a pas de doute possible, hein. On ne peut pas mettre cette égalité homme-femme de côté et se dire laïque. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est vrai évidemment que c'est quelque part flagrant quand on parle justement
de liberté en parlant de voile. Et on le voit évidemment de manière de plus en plus ostensible en Occident, que ce soit en France, mais également en Belgique, où tu viens régulièrement. Tu vois très bien, Kamel, comment le voile se développe euh, et par des jeunes filles qui sont justement instruites, qui ne sont pas non plus de première génération, qui viennent quelque part longtemps après leurs parents, donc qui sont déjà installés, qui sont nés en Occident, qui à un moment donné peut-être n'ont pas porté du tout le voile, et puis à un moment donné, on a l'impression que ça éclot un peu comme des champignons, et c'est subitement mon voile, ma liberté, comme si un matin on se levait de son lit en disant spirituellement, j'ai le sentiment qu'Allah me demande de porter le voile. Qu'est-ce qui se cache derrière en fait cette réalité qu'on a du mal à comprendre nous en tant qu'occidentaux, et pourtant, et en même temps, il y a beaucoup de complices, c'est-à-dire que quelque part, il y a beaucoup de politiques qui n'ont pas l'air de voir ou de vouloir voir. Il y a beaucoup aussi quelque part de femmes occidentales qui ne portent pas le voile, mais qui disent c'est leur choix, où est le problème? Et donc quelque part, il y a un antiféminisme qui ne dit pas son nom. C'est assez troublant et c'est même assez perturbant. Il n'y a pas de choix dans le fait de porter de voile. D'abord, il y a une communauté très forte qui met la pression, et ça, c'est pas rien. Et ensuite, même si il y a un choix, imaginons qu'il y ait un choix, il n'y a pas un choix à porter une croix gammée, c'est pas possible, hein. Et je ne comprends pas qu'on puisse choisir sa religion par rapport à sa nationalité. Si on n'a que la religion comme point d'horizon, eh ben, il ne faut pas rester en Europe, il faut aller en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans les pays musulmans. Et ils seront moins confrontés au fait qu'on n'aime pas ce voile-là, qu'on n'aime pas le voir, même dans la rue. J'avoue que moi, même légalement, on peut le porter dans la rue, mais même dans la rue, je ne le supporte plus parce que c'est le signe évident d'un- 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 des misogynes qui mettent les femmes sous le boisseau et qui leur dictent ce qu'il y a lieu de faire. Et moi, quand un homme me dit le voile est un choix, je dis, mais mets-le dans ce cas-là, hein. Pourquoi tu délègues cette serpillière sur la tête de ta sœur, de ta mère, de ta fille? Pourquoi tu ne le mets pas à toi-même si c'est un choix? Comme quoi, si c'est uniquement la femme, c'est qu'il y a un problème, hein. Oui. Et tu parlais politiquement, en France, mon pays, le pays où j'habite, la droite française a longtemps délégué ce combat contre le voile et contre l'islamisme auprès des associations et auprès des gens qui luttent contre cet état de fait. Mais la gauche s'est embourbée, la gauche a considéré la communauté entre guillemets, mon communauté, puisque pour moi, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale, hein. Mais j'emploie exprès ce mot, la gauche voit dans la communauté musulmane eh ben, un puits sans fond de voix pour les élections et toutes sortes d'élections. Donc, euh, je dis et je maintiens le fait que la gauche a creusé l'écart entre les différentes communautés et qu'elle n'a cessé de creuser cet écart justement pour faire en sorte que les musulmans votent pour elle, ou pour la France insoumise, par exemple. Euh, Mm. dans le temps, il y avait les ouvriers, la classe ouvrière qui votait pour ces gens-là. La classe ouvrière s'étant liquéfiée, eh ben, on a trouvé une autre classe, et c'est plus une classe, c'est plus une classe, c'est une race, entre guillemets. Les races se sont mis à la place des classes, voilà, ont été remplacées par les races. Hmm. J'ai un peu l'impression qu'en chantant aussi, ça fait penser que euh, le sentiment que derrière tout un volet, il y a toujours un homme quelque part qui surveille. Et donc, c'est quelque part ce qu'on appellerait chez nous évidemment le patriarcat. Et donc, une sorte d'inversion des valeurs. Là où on voit la liberté pour les femmes, en réalité, elles se soumettent, entre guillemets, librement. Mais c'est peut-être aussi évidemment propre à une religion que l'on vénère au point d'en faire son identité. À partir du moment où la religion est son identité, ça devient évidemment compliqué de prendre du recul et donc du coup d'absorber entre guillemets d'autres valeurs que les siennes et de s'intégrer ou de s'assimiler dans un pays qui a des valeurs différentes et donc le vivre ensemble avec ce que ça contraint
quelque part, en termes de compromis, ça devient compliqué si évidemment c'est soit, et quelque part, ces valeurs d'abord envers et contre tous, le cas échéant. Donc là, il y a forcément un conflit latent quelque part. Ça devient ingérable, la liberté d'expression d'un côté, le droit au blasphème, et d'un autre côté, la liberté religieuse poussée jusqu'au bout. Oui, la liberté religieuse, mais la religion doit se cantonner dans la sphère privée. Et il y a une phrase que j'adore et que je ne cesse pas de répéter, c'est à Rome, vis comme les Romains. Mm. Donc, c'est très simple. Quand on va quelque part, on viole pas les habitudes de vie des autochtones. On doit s'y faire ou partir. C'est aussi simple que ça. Je le disais tout à l'heure, même si c'est légal, je suis un légaliste, je respecte la loi, bien évidemment, mais même si c'est légal, la vue d'un voile me heurte parce que on parlait du patriarcat et ça, c'est le signe évident du patriarcat islamiste et j'ai du mal à gober tout ça. J'ai écrit Mm. dans ce livre que tu as, j'ai un Oui. poème sur le voile, hein. Ça Mais reste un écoute, poème, mais c'est sur le voile. ah oui, oui, oui. Mais il y a d'autres poèmes qui traitent, je dirais, de la question de la laïcité, forcément, euh, qui éventuellement vient heurter d'autres valeurs, entre guillemets, religieuses. Donc passons de fait à la plage deuxième que tu as intitulée comme une insurrection de violence paisible. Ici, j'ai pointé un poème qui me parlait, je dirais, en particulier par rapport à un mot qui revient beaucoup dans l'actualité, qui pose problème, qui fait débat et que certains, on se compris les démocrates, ont du mal à mettre, j'ai envie de dire, à sa juste place, à savoir le blasphème. Le blasphème de la ville. Sur cette terre où le soleil fait exploser les cadavres comme pastèques mûres, escalader les ailes des cigognes est un exercice vain. Nous nous évertuons à errer d'obscurité en ténèbres, les souvenirs sanguinolents et l'esprit fermé à double tour. Les tubercules des jours agrippés aux averses de l'olivier, le gémissement morné échappé du ciel résigné, et cette amnésie collective qui anéantit toute renaissance. Il faut se dessaisir de la ville et de son blasphème crépusculaire, son abattement insondable, l'aube au pied du mur, ses aurores aux ortillonnages carbonisés, la pierre ocre insinue le rempart. C'est un très beau poème pour essayer de dire, il me semble, c'est comme ça que je le ressens, toute la question qui nous heurte quand on essaie d'être précisément universaliste et que l'on voit en face ces religieux quelque part qui n'ont de cesse de nous rappeler l'orthodoxie selon eux, leur susceptibilité, leur droit au respect de leurs convictions, et donc à chaque fois quelque part que l'on viendrait les heurter, on serait confronté à un blasphème et traité évidemment euh, c'est le blasphème, j'ai envie de dire, dans les pays théocratiques, c'est l'islamophobie, évidemment, c'est le même versant. L'islamophobie, évidemment, qui affuble celui qui, en démocratie, ose quelque part critiquer la religion. Ça me fait évidemment penser aux caricatures de Charlie Hebdo, qui a évidemment payé très très cher. Ça me fait penser évidemment aussi à Salman Rushdie. Donc, par rapport au blasphème, je dirais, j'ai envie évidemment aussi de te laisser réagir par rapport à ce poème en particulier. Oui, bah, le poème, tu l'as lu, est très bien lu. Qu'est-ce que comment dois-je réagir? Je crois que les gens doivent le lire. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment réagir à ce poème. Je sais que c'est juste ce que j'ai ressenti, ce que je ressens toujours d'ailleurs, et que j'ai voulu mettre sur le papier. Hmm. Et j'ai envie, en fait, Kamel, parce que il n'y a pas, je dirais, que les théocrates religieux islamistes, il y a aussi chez nous en Occident des catholiques qui ont du mal à accepter euh, C'est ce qui se passe sur les Jeux olympiques en ce moment. exactement, exactement. Et donc, je trouvais du coup intéressant aussi de faire ce parallèle parce que quelque part, les extrêmes, pour le coup, se retrouvent souvent. Non, non. Ils se Là, je suis ret- pas d'accord du tout pour la bonne je, raison que je dis, les extrémistes religieux ne tuent pas. oui, non, mais enfin, Ils se contentent d'aboyer. oui, mais ils peuvent avoir quelque part des valeurs communes. Après,
Dieu merci, j'ai envie de dire, heureusement, ça se décline différemment. Mais quand on les retrouve à la manifestation pour tous, contre Oui, l'homophobie, le mariage pour tous, on retrouve les islamistes et on retrouve les catholiques intégristes. exactement, tout C'est à la seule fait, chose. Après, effectivement, tout à fait. heureusement, Mais il on y n'en a est une plus à tuer. différence, une différence totale Il y a de une différence méthode. de taille, mais par rapport Oui, effectivement oui, au pseudo-respect des textes divins, voilà. l'impossibilité de toucher à la loi divine, après effectivement, Plus, ça. plus que le respect des textes divins, c'est le respect de la loi de la République en France. C'est Oui, oui, bien surtout sûr. ça. Non, non, mais c'est ce que je veux dire. Je dis juste que les religieux, qu'ils soient catholiques ou islamistes, revendiquent le respect de leurs textes religieux Oui, et souvent, effectivement, ne peuvent pas accepter que la loi républicaine soit au-dessus. Pour oui, certains, la loi de Dieu est au-dessus. C'est le droit naturel, c'est la loi divine, c'est le texte religieux, c'est le texte sacré. Que ce soit effectivement la Bible ou que ce soit le Coran, on en arrive toujours à un moment donné. Pour certains religieux extrémistes, ils se retrouvent, je dirais, autour d'un corpus qui leur commun. permet quelque part, voilà, commun. Donc il y avait effectivement le blasphème avec ton texte écrit. Il y a j'ai envie de dire, pour les catholiques intégristes, un autre texte, Le regard censuré. Le vautour pape est arrivé sans prévenir et s'est posé sur la tête de notre espoir, au-delà de nos taudis et de nos villes. Son grondement hérissé d'hémoglobine s'érige comme une aile en détresse, dans la fulguration indolente du carnage. Cerfs et tempêtes se confondent au petit jour. Les enfants en sont les premières victimes. Les dieux s'abreuvent de notre pulpe. J'ai sommeillé, j'ai soupiré, j'étais à la marée. Cette nuit, je te révélerai que notre cécité vient de nos seuls regards censurés. La censure, elle est parfois très prégnante, très forte et elle est, je dirais, endossée très très loin en amont. Tu parlais des madras et du fait que les petits-enfants, on leur inculquait le Coran. Chez nous, on a quelque part aussi la possibilité de nous inculquer très tôt la religion catholique à travers évidemment le baptême et toutes les Les messes premières communions? les premières communions, profession de foi et toutes les messes du dimanche. Donc, l'air de rien, quand on grandit là-dedans, c'est pas forcément évident à un moment donné d'avoir cet esprit critique. Et on le voit encore au jour d'aujourd'hui, justement, par rapport, tu le disais tout à l'heure, avec l'ouverture des Jeux Olympiques, on a vu à quel point les religieux, euh, pas que, mais entre autres les religieux d'obédience catholique, ont vu, à tort semble-t-il, mais ils ont vu la scène, la dernière scène du Christ, et ont donc crié eux aussi en réalité au blasphème et sont montés au créneau. J'ai envie de dire, ils montent plus vite au créneau pour défendre leur texte que pour défendre les victimes de leur propre religion, mais c'est assez interpellant aussi de voir à quel point ils ont peur quelque part de perdre leur pouvoir sur leurs ouailles. Qu'ils respectent leur religion, je suis pour. Qu'ils respectent les textes sacrés de de leur religion, je suis pour. Mais que ça reste une affaire privée et dans le domaine familial, par exemple. Mais moi, ce que je leur demande, et ça, ils n'ont pas le choix, c'est que ce soit les musulmans ou les chrétiens, les lois de la République sont au-dessus de tout, parce que c'est les lois communes à tout un peuple. Et ce peuple a énormément payé depuis 2 siècles pour les imposer et qu'il y ait une paix civile. Donc, on n'outrepassera pas ces lois. Ça, c'est une certitude absolue. Donc, la République vivra et les Lumières perdureront aussi longtemps que la République vivra. Oui, mais c'est vrai que on voit parfois que les paroles, les débats ne suffisent pas parce que de fait, il y a une sorte de minorité agissante aussi, très très bruyante, et souvent on voit aussi en face l'État qui assez rapidement parfois courbe les chines, et on voit ici par rapport aux Jeux Olympiques notamment que certains politiques, que certains dirigeants des Jeux ont déjà fait un peu quelque part leur mea culpa, ont eu besoin de se justifier, alors qu'en réalité, ils sont dans la stricte légalité. Donc on voit quand même que c'est pas évident. C'est vrai, c'est Et on vrai. voit aussi le port du voile dans les Jeux Olympiques. On remplace le voile par une casquette. Enfin, on voit bien que l'on joue en fait sur les normes et que l'on essaye quelque Oui, part de oui. ménager la chèvre le chou. Donc c'est pas simple du tout. On se met à genoux sans faire attention, sans se rendre compte qu'on se met à genoux, et puis on accepte des modalités qui vont à l'encontre
de tout ce qu'on a mis en place depuis 2 siècles. Ouais. Même si la laïcité n'a qu'un siècle et 120 ans, mais ça date, les Lumières datent quand même de plus de 2 siècles. Mm. Euh, Puisqu'on parle de la France, on peut parler aussi de la Belgique. Et la Belgique, c'est pas rien aussi, hein. La Belgique, elle s'enfonce petit à petit sans qu'elle se rende compte. Ouais. Même comme je viens assez souvent, je remarque petit à petit ce glissement vers, j'allais dire, la communautarisation du pays, mais ça, c'est depuis longtemps, de toute manière. Quand on va rue Chaussée de Gand à Molenbeek, c'est plus la Belgique pour moi. C'est même peut-être trop tard, hein. En- la laïcité à la française nous empêche, nous, de glisser vers cette neutralité, entre guillemets, à la belge. Mhm. Ça Mais, nous a... mais mais Oui. en France, il y a des quartiers communautarisés ou des villes carrément, puisque Molenbeek est une commune. Je peux parler de Saint-Denis qui est une commune également en France. Euh, que faire? C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est à l'État de réagir. C'est au personnel politique de réagir. Oui, bah oui, oui, parce qu'en plus, il y a une bonne frange de la population qui ne voit pas le problème non plus. Il y a une sorte d'endormissement comme ça, de déni, d'impossibilité de voir ou de vouloir voir, une sorte de, voilà, je suis tolérant, c'est leur religion, c'est une minorité, quelque part, ils sont victimes de notre système, de la colonisation, toute une série, en fait, quelque part, d'excuses qui font que on n'ose pas en tant que démocrate, précisément pour poser des limites. On voit ça tous les jours dans le cadre du travail, avec des connaissances, des amis, parfois discuter sur des sujets évidents en termes d'égalité homme-femme, ça pose problème dès qu'on parle du voile. Là, on dit non, mais là, c'est autre chose, le voile, c'est leur droit. Donc, c'est compliqué. Oui, oui, c'est compliqué, oui, oui. Et l'État doit faire, c'est une des fonctions de l'État de réagir et d'appliquer strictement la loi, pas plus que la loi. Mais les citoyens doivent réagir également. Et je vais raconter une anecdote vécue il y a quelques années à Clichy, aux portes de Paris. Euh, la communauté musulmane de Clichy a décidé, parce qu'elle ne trouvait pas où aller faire sa prière, au lieu de construire sa propre mosquée, elle a demandé à la mairie de lui donner un endroit et la mairie n'avait pas d'endroit à lui donner. Donc, pour punir la mairie, ils ont décidé de faire des prières chaque vendredi 13 heures dans la rue principale de Clichy. Avec quelques amis, on était une quinzaine à peine, on allait le vendredi vers 13 heures lors de la prière, on se mettait devant l'imam et on chantait la Marseillaise. Et ben, rien que ça, on se mettait en danger, mais rien que ça nous permettait de réagir et de dire à la mairie, au commissariat du coin, nous ne sommes pas là pour ça, c'est à vous de faire votre travail. Oui, c'est là qu'on se rend compte aussi le courage vraiment qu'il faut, même si de fait tu ne fais rien d'illégal quelque part, ça peut être effectivement vu comme courageux et même peut-être dangereux. Donc, et en plus on sait qu'avec les réseaux sociaux maintenant et la caisse de résonance que ça peut avoir, on l'a vu avec Mila notamment, la manière dont elle a été complètement ostracisée, exclue de son école, exfiltrée, etc. Ça a été compliqué alors qu'elle n'a rien dit d'illégal non plus. Exactement. Donc c'est très complexe. Je voudrais, j'avais dit tout à l'heure que je montrerais un tableau. J'avais envie de montrer celui-ci en particulier. Si tu peux peut-être nous dire en quelques mots qui a illustré en fait ton livre et comment comment tu as, je dirais, vu le maillage entre le texte, la poésie et les illustrations, donc ici de Rose Driss. Alors, ça c'est de la magie, vraiment de la magie, et c'est la magie des réseaux sociaux. Hmm. Rose Driss est une personne qui habite dans l'Ain, à la frontière avec la Suisse, tout contre Genève, la ville de Genève. Et j'ai vu sur Facebook ses tableaux et j'ai adoré. C'est une ancienne professeure des beaux-arts et j'ai adoré. Et je lui ai demandé si je pouvais, si elle pouvait me faire des tableaux pour mes poèmes. Et elle m'a dit, prends ce que tu veux.
Ça, c'est cool. Voilà. Je, voilà. Et je lui ai dit, bah, essaye de m'en envoyer quand même. Elle m'en a envoyé. J'ai adoré. Puis j'ai demandé à l'éditeur Kéros, gentiment, si je pouvais mettre ces tableaux-là. Il les a adorés à son tour. Et c'est comme ça qu'on a publié. Et la couverture, Ouais. et à l'intérieur, une bonne douzaine de tableaux que je trouve qui vont vraiment bien avec les textes et c'est Ah ouais, merveilleux. ouais. Ouais, tout C'est à fait. vraiment merveilleux. Merci Rose Driss, merci beaucoup et on essaiera de faire d'autres jumelages ensemble au niveau de ma poésie et de ta peinture. Oui, tout à fait. J'avais vraiment envie de lui dire un mot à travers notre échange parce que je trouvais ces peintures magnifiques. Tu parlais effectivement des éditions Kairos. Tu me fais faire la transition facile en fait parce qu'on va passer de Kairos à Eros, si tu veux bien un petit peu quand même, parce qu'il y a quand même une partie de tes textes dans la troisième partie cette fois-ci. Tant d'attentes de l'autre. C'est beau ça en fait, tant d'attentes de l'autre parce que l'autre nous révèle et c'est vrai que cette attente peut être langoureuse, elle peut être vivifiante et étonnante comme une étreinte. Le langage des étreintes. Dis, me diras-tu tes tendresses si tu réclamais les miennes? M'arracheras-tu de la prosternation qui me guette et de cette route au zénith de la froideur? Pourras-tu m'empêcher de la fréquenter en m'ouvrant ta main pour sentir l'armistice en nous? M'offriras-tu tes réponses à mes pénibles épreuves, douloureuses comme des plaies poreuses? Quelle musique en toi pour écarter la mort? Te perdras-tu avec moi, me cernant de ta peau, pour croiser le grand abîmé des enfants du Sud? Accepteras-tu de nous garder l'un dans l'autre? M'étreindre, m'assiéger dans ta lagune limoneuse, nous offrir l'un à l'autre pour émouvoir ce monde en berne? Je chemine volontiers vers l'audace de ta constance, et je dessine sur nos draps des lendemains enchanteurs, sous le tangage de nos étreintes chavirées. C'est Quel une belle, programme! c'est une belle poésie qui est très engageante et qui est un beau programme parce que de fait, quelque part, pour aller vers l'étreinte, il y a peut-être beaucoup de, de lâcher prise, d'oripeaux, de vêtements à déposer. Pas que les vêtements que l'on porte sur soi, mais tous ces vêtements qui, quelque part, nous éloignent trop souvent de cet étranger qui est aussi notre semblable. Et aller à la rencontre de l'étranger, c'est quelque part lui prendre la main, c'est aussi l'étreindre et éventuellement faire un bout de chemin avec lui en termes de langage physique, corporel et tout ce qui nous habite et qui fait la beauté de l'existence. Et quelque part aussi, c'est aussi une question de combat, de lutte, d'amitié. C'est pas forcément possible partout, ça, le langage de l'étreinte. Oui, pourtant c'est la fonction première de la poésie. Parce que Mm. quand euh, poser des questions dans la rue, quand on parle de poésie, on pense tout de suite à l'étreinte, à l'amour, à la main tendue vers l'autre, aux caresses. Voilà, je crois que c'est vraiment. Et les poètes français sont les champions du monde dans ce domaine-là. On pense Mm. à Breton, à Éluard, à Aragon, qui a chanté Les yeux d'Elsa. C'est vraiment la fonction première. Oui, et tu me fais penser aussi à Abnous Shalmani, iranienne, qui a écrit un livre tout récemment, J'ai péché dans la chair, j'ai péché. Parce qu'évidemment en Iran, la liberté sexuelle, le désir, la liberté de désirer comme l'on veut, avec qui l'on veut, c'est proscrit, c'est interdit. Et là aussi, quelque part, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que entre ce qui est permis selon la loi divine et ce que ces religieux eux-mêmes, j'ai envie de dire entre guillemets, pratiquent dans le secret, malheureusement, il y a souvent un écart gigantesque entre la bienséance et la réalité de tous les jours. Sauf qu'en Iran, qui ne s'appelait pas l'Iran, qui s'appelait la Perse, il y a 12 siècles, en l'an 1000, il y avait des poètes d'une grandeur infinie. On pense en particulier à deux, Saadi qui a parlé le langage des fleurs, et surtout, euh, comment, j'ai un trou de mémoire. Euh,
Ah ben, j'ai un trou de mémoire. Les quatrains, J'ai un trou de mémoire. oui, un trait de mémoire, C'est pas grave. qui a écrit des poèmes de remise en cause de la divinité et qui parle d'amour comme c'est pas possible, hein. Hmm. Et il y a Bien 12 sûr, siècles. bien sûr. Mais Omar bon. Khayyam, j'ai trouvé son nom. Omar Khayyam, le Hmm. grand Omar Khayyam, qui a vécu il y a 12 siècles et qui dit: ô mon Dieu, si tu m'interdis de vivre comme je le veux, à quoi ça sert la, la- la sanction que tu programmes pour moi dans l'au-delà? Oui, ben, on est évidemment d'accord, mais le gros problème, Kamel, tu le sais comme moi, c'est que les religieux ont quelque part pour fonction, vocation première d'astreindre les corps. Quand on maîtrise un corps, que ce soit le corps de l'homme, mais plus encore le corps de la femme, on maîtrise la société. Et le désir est extrêmement dangereux pour les religieux. Rien que dans certains pays, et je parlais d'Abdou Shelmani, mais il y a aussi Chador Chavan qui a quitté aussi l'Iran. En Iran, on sait très bien qu'une jeune fille qui avait les cheveux un petit peu trop au vent en est morte. Donc c'est vrai que le désir et la liberté, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour les religieux. C'est la société qui, soi-disant, se délite, c'est la modernité, c'est c'est la perversion au sens occidental du terme. Donc ce n'est pas rien à vivre en liberté et vivre son Non. désir. Ah non, non, c'est c'est- c'est- c'est complètement différent. Et la preuve, c'est que tu parlais des Iraniennes, que ce soit Shalmani ou Shador Javan, qui a écrit des livres fabuleux. C'est parce qu'elles ont vécu dans ces. Shalmani n'a pas vécu en Iran. Elle a vécu en France. Mais Javan, quand on lit Javan, Shador Javan, on se rend compte de l'objection de ces chiites qui réglementent absolument tout, y compris la façon dont on met son voile et que de ne pas laisser euh, voir le moindre épi de cheveux. C'est vrai Hmm. qu'on a du mal à l'imaginer, mais pourtant, c'est. Et il y a eu des centaines non seulement de jeunes femmes, mais aussi de jeunes hommes qui ont été tués ces derniers temps en Iran parce qu'ils remettent en cause les fondements de la loi islamique. Ouais. J'aime bien, en fait, tu l'auras peut-être remarqué, prendre en miroir deux textes. Je vais te laisser, si tu veux bien, Kamel, terminer par ce texte-ci de la page 85 qui, à mon sens, vient parfaitement en miroir à celui que je viens de lire. Ah, là, c'est un texte vraiment qui a failli ne pas rentrer dans le recueil parce qu'il est très très léger. Et je l'ai écrit pour un ami qui est chanteur pour qu'il puisse en faire une balade. Ben Donc, voilà. il me manquait un ou deux textes à mettre, je l'ai mis, mais c'est pas mon préféré. Voilà. Ça s'appelle Quand tu viendras en Algérie. Dis, quand viendras-tu en Algérie ou bien ailleurs, pour le pire ou pour le meilleur, ou que l'on pleure ou que l'on rit, j'irai fidèle au rendez-vous. Dans cet ultime face-à-face, reconnaîtrai-je ton audace au jeu truqué par les bisous, car tu sais très bien, libertine, tout en chantant ma cantine, cacher tes reproches sévères. Seras-tu soleil d'hiver? Viendras-tu donner ta lumière sur les plages et les galets? Tu n'as plus aucun mystère. Pourquoi faut-il, toi que je hais, qu'à ton rendez-vous je t'écrive ou que tu sois en Algérie? Alors, c'est le seul texte que j'ai écrit de toute ma vie qui a des rimes, parce il était destiné à être chanté, donc la chanson a besoin de rimes. Ah ben Voilà. voilà. Ben oui, Oui. mais je Mais trouvais que si c'était tu peux bien me de... permettre, moi j'ai envie de Oui. lire un texte sur le voile, Ah, vas-y. Très bien. voilà, qui s'appelle Beauté voilée, page 37. Oui. Nous voici rendus au temps où la beauté se voile, comme un temps qu'il fait, comme un ciel, comme une voix, comme un regard, comme une fête. Quelque chose se soustrait à la vue, demeure malgré tout mais s'affaiblit, sort à moitié de la vision qui doit nous être donnée, ampute le visage à admirer et commence à s'éclipser.
Je crois que nous devrions nous méfier davantage, davantage en faisant du bruit, se concentrer, mobiliser par la méfiance et trépidant, non pas en silence, bouger le temps qu'il faut sur cette place qui ne nous appartient déjà plus, elle que l'on a nommée place de la République. Bouger entre les points de chute, le point de Schilling, et donc le point focal, le point de fuite, le point de Godwin, le point d'origine, le point virgule et le point éphémère. En ces temps de guerre, s'il faut se battre, il faut alors tenter de devenir un sniper de l'essentiel. Ne pas se rassurer, ni avec la peine, ni avec la joie. S'il n'est jamais temps de s'alarmer, il n'est plus temps de se rassurer. Le silence n'est pas le mutisme. Le silence ne tranquillise pas. Il faut passer l'épreuve où il ne faut pas se rassurer. Il faut d'abord y entrer pour sortir du silence et que ce soit fertile. Il va falloir, dans le silence malgré le bruit qui, de toutes les manières, après toutes les chimères, toutes les hypothèses, revient toujours tout recouvrir tous les soirs comme des psalmodies de ces appels à se différencier des autres, comme une neige au fond de soi, dans laquelle on peut mourir d'asphyxie quand le monde s'endort sur ses deux oreilles et qu'il ne fait plus attention aux larmes amères qu'il cultive. Les éloigner de l'espace de tous pour les cantonner dans la sphère personnelle. En faire une poésie noire et, au mieux, devenir un poète maudit par les siens. Je crois que je saurais le faire. Je ne veux apprendre que ça. Que la beauté m'apparaisse malgré moi, nue, quand je ne saurais plus voir, rien ne peut l'empêcher. Que l'amour me poursuive quand je ne saurais plus croire, ni croire aimer plutôt qu'aimer croire, rien ne peut l'empêcher. Ces cèpes de l'humain se développent dans les fertilisants du silence. L'humanité pénètre en nous par toutes les fissures de notre morphologie, que nous le voulions ou pas. Le silence, en ces temps de grands discours, le silence, ces flocons au fond de soi qui recouvrent tout, toutes les nuits, au fond de soi et non dehors, à faire fondre tous les soirs, au fond de soi et non dehors, le silence est la seule transaction à ne pas accepter. Voilà, merci Kamel. Le silence à pas accepté, donc le silence à briser pour précisément ici dire ce qui est, ne plus se voiler la face quelque part. Ce qui est terrible en fait, c'est que moins on a vécu de liberté et plus quelque part on se pense libre. Il faut en d'autres termes avoir vécu la liberté ou souhaiter y goûter pour se rendre compte à quel point on a pu être soumis à un diktat pensant être fidèle à soi. En réalité, on s'est trahi. Et pour moi, le voile, quelle qu'en soit la couleur et quelle qu'en soit la longueur, est une merveilleuse façon quelque part de trahir la femme, de la soumettre, de l'annihiler et tout cela, soi-disant au nom de Dieu, un Dieu auquel on peut croire évidemment, mais un Dieu quelque part que l'on manipule à d'autres fins moins avouables. Oui, oui, tu as tout dit. Il n'y a plus rien à dire. Le silence n'est pas acceptable à cause de ce que tu viens d'énumérer. Hmm. Et je crois que je ne saurais pas me taire, même si, même si je le veux, euh, je ne pourrais pas. Et j'ai Mais tellement de choses à dire, à écrire, à publier, et je profite de la parole que tu me donnes pour dire que j'ai plusieurs choses qui vont paraître fin de l'année et l'année prochaine. D'abord, un essai qui porte bien son nom, qui s'appelle L'islamisme euh, ou la crucifixion de l'Occident, qui paraît chez Frantz Fanon en Algérie et en France au mois de novembre. J'ai un recueil de poèmes qui va paraître en 2005 et le troisième opus de ma trilogie romancière. Donc c'est un roman qui paraîtra vers juin, juillet 2025. bon, Voilà. écoute, très bien. Tu ne t'arrêtes pas en fait entre Bruxelles et Paris, tu arrives encore à écrire, c'est magnifique. Ben, Bruxelles et Paris, le voyage à Bruxelles me permet de voir des gens comme toi et j'en suis heureux. Voilà, Oui. ça t'inspire après. Voilà, et j'y serai dans une quinzaine de jours, donc prépare-toi à ce qu'on prenne un verre ensemble. Avec grand plaisir, Kamel, et j'espère aussi avoir l'occasion du coup
prochainement d'avoir un second échange avec toi autour de ton nouveau Bon, on livre essaie, oui. dont la thématique est Je, extrêmement je, essentielle. je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier encore une fois Rose Driss pour ses tableaux et remercier Kéros, mon éditeur, pour m'avoir publié ces textes-là. Très bien. Eh bien, moi, je te remercie de m'avoir accordé cet entretien, Kamel, et je te dis à bientôt. Au revoir. À Au bientôt, Pascal. revoir. Au revoir.